Bonjour et bienvenue à ce dialogue électronique que la Fondation Jean Monnet m'a demandé d'enregistrer. Le thème de mon intervention porte sur certains enjeux de l'entre-deux-guerres et en particulier je parlerai de trois thématiques qui me semblent avoir une relation avec le monde en 2020. Je parlerai d'un des enjeux principaux, bien évidemment la paix, et ensuite les questions liées à la grippe espagnole de 1918-19 et je dirais même 1920 et leur impact sur la géopolitique, sur la vie internationale, on va dire. Et le troisième point est un point plus général sur les questions de minorité, des mandats, des déplacements forcés des populations qui me semblent être connectés de manière peut-être relativement indirecte à des questions de droits humains aujourd'hui. La question de la paix. Donc, ma première question. Nous savons tous l'importance de la paix à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918, en 1919. Le point que je souhaiterais souligner avec vous aujourd'hui, c'est la perception, ou comme on dirait en anglais, la misperception de la paix, ou le fait que la paix vue par Versailles et par les décideurs politiques réunis à Paris ne correspondait pas vraiment à la perception que toute une série d'individus, de communautés, de nations avaient de la paix. Tout simplement parce que la paix pour eux n'existe pas ou n'était pas encore là. Et donc il y a des manières de voir, de raconter cette paix qui sont fondamentalement différentes. D'un côté, nous avons toute une série d'acteurs qui, pour la première fois, sont réunis à Versailles, à Paris, qui participent. Et il y a des voix nouvelles qu'on entend. Il y a toute une série d'acteurs non étatiques qui participent à des conversations. Certes, ils n'ont pas du tout le même poids politique, ils n'ont pas du tout le même poids dans la prise de décision à Versailles, mais ils sont là, ils sont entendus. Les associations juives, les Arméniens, etc., etc., les Macédoniens. Il y a toutes sortes de personnes, de communautés, d'advocates qui sont présents. Et c'est un point important puisque la Société des Nations sera une organisation internationale totalement nouvelle. Et elle sera également nouvelle en ce qui concerne précisément la participation d'institutions non gouvernementales, d'acteurs de la société civile et d'une société civile transnationale. Maintenant, il ne faut pas glorifier ou sanctifier ces institutions. Je pense par exemple aux organisations des femmes qui jouent un rôle important au sein de la Société des Nations. Qui sont-elles ces femmes? On pourrait en discuter longuement, mais bien évidemment, il s'agit de femmes blanches qui appartiennent à des élites très cultivées et qui défendent des idées, par exemple, concernant l'impérialisme, le colonialisme et certaines manières de penser qui sont civilisationnistes, voire même racistes. Donc il y aurait aussi là beaucoup de choses à dire. Mais revenons à cette idée de paix. Tous ces acteurs qui sont réunis à Paris veulent la paix. Mais quelle paix veulent-ils? La paix est perçue de manière très différente si nous sommes au Quai d'Orsay ou au Foreign Office à Londres ou si nous sommes à Varsovie ou ailleurs. Tout d'abord, il faut se rappeler que les prisonniers de guerre, qui sont des centaines de milliers d'hommes jeunes, très importants pour la reprise économique d'un certain nombre de pays, ne sont tout simplement pas rentrés. Pour eux, la guerre est finie sur papier, mais de facto, ils sont encore prisonniers, ou ils sont prisonniers en transit. Et ce transit, ce voyage qui les ramène à la maison, peut durer des mois, voire même des années. La Société des Nations va jouer un rôle important, ça sera le premier
le premier grand contrat de Nansen avec la Société des Nations. Et là, de nouveau, on peut parler de la paix et des efforts de paix au niveau international, mais c'est une histoire aussi très compliquée, puisque, entre-temps, beaucoup de ceux prisonniers de guerre tombent malades, les épidémies, les conditions de détention ne sont pas toujours bonnes, les négociations diplomatiques sont difficiles, et la logistique de tout ça, de ce plan de rapatriement des prisonniers de guerre est tout à fait compliqué et long. Mais la paix n'est pas... la fin de la guerre ne signifie pas du tout le début de la paix. Et si on se déplace de Paris vers l'Europe centrale et orientale, la paix ou la fin de la guerre ne signifie pas du tout le début de la paix, et encore moins la reprise économique. Sans vouloir rentrer dans les détails des situations concernant les vaincus, comme l'Allemagne ou comme l'Autriche, un pays qui est complètement inventé géographiquement et qui est complètement désorganisé. Et la preuve en est la souffrance et quasiment la famine qui touche la ville de Vienne à la fin de la Première Guerre mondiale. Il y a toute une série de situations politiques qui font que la paix ne commencera pas vraiment avant la moitié des années 20. Il suffit de penser aux situations qui touchent la Pologne, la guerre avec l'Union soviétique, et si on se déplace encore un peu vers les Balkans, la Grèce et la Turquie, l'idée même de parler de paix est tout simplement fausse. Il n'y a pas de paix en 1918 dans tous les territoires ottomans, et je dirais même dans toute la zone géographique de la Méditerranée orientale. Donc 1918-19 sont des dates qui signifient rien pour des millions de personnes. Nous pensons bien évidemment aux Arméniens qui sont victimes du premier génocide du XXe siècle et qui sont déplacés autour du territoire qui deviendra la Turquie indépendante en 1923. Il s'agit de centaines de milliers de personnes qui n'ont qu'un rêve, c'est de pouvoir rapatrier. Et ce rapatriement ne se fera jamais. Et leurs conditions de vie, que ce soit dans la République soviétique arménienne, au Caucase, en Palestine, en Syrie, au Liban, pensez à Beyrouth, et aux Arméniens ottomans qui vivent à Beyrouth ou encore en Grèce, ça sera une situation difficile et longue qui, dans l'esprit de ces personnes, ne correspondra jamais à une situation de paix. La paix aurait été une paix qui les aurait vus pouvoir rentrer chez eux, dans leur village, dans leur ville, anciennement ottomane, qui sont totalement hors d'accès pour les Arméniens après 1923. Donc la paix en fait n'existe pas pour ces personnes. Et la Société des Nations pourra faire très peu. En fait, si nous pensons au traité de Lausanne de 1922, c'est un traité qui va sceller une décision qui est précisément la décision que ces Arméniens ne pourront pas rentrer chez eux, avec toute une série de conséquences. Ce qui m'amène au deuxième point que je voudrais traiter. Donc, si la paix n'existe pas, cette paix perpétuelle et je dirais même kantienne ne peut pas être atteinte, ne peut pas se déployer comme elle avait été imaginée à Paris, il faut des situations où il faut des solutions qui puissent la garantir. Et dans tout ça, il est très étonnant que la Société des Nations ou la communauté internationale, pour ne pas se limiter aux membres de la Société des Nations, et donc cela me permet d'inclure le Commonwealth ou encore
les États-Unis d'Amérique, c'est une situation carrément paradoxale. C'est ce qu'on appellerait the elephant in the room. La grippe espagnole a frappé très fort. Elle a fait beaucoup plus de morts que la Première Guerre mondiale. Et pourtant, de manière étonnante, la Société des Nations semble l'ignorer. Il n'y a pas une trace directe et importante. On parle d'épidémies, on parle beaucoup d'épidémies en 1919-20. C'est un des grands enjeux de l'entre-deux-guerres. La santé publique internationale sera très importante. Mais la grippe espagnole ne figure pas sur la liste des priorités qui seront traitées par la Société des Nations ou par la communauté internationale. C'est un fait qui sera traité quand il le sera, et de manière parfois assez indirecte, par les États-nations, par les gouvernements, et de toute façon au niveau national et pas du tout au niveau international. Ça sera dans la création des ministères de la santé publique, dans la création des hôpitaux, etc., etc. Voici les conséquences internationales de la grippe espagnole qui fera, selon les statistiques des spécialistes, entre 50 millions et 100 millions de morts partout dans le monde. C'est une épidémie planétaire. La Société des Nations, la communauté internationale sera très intéressée, comme je vous disais, aux questions liées aux épidémies. Le typhus en Pologne est le premier exemple d'un intérêt international et de solutions internationales qui sont prises à travers la Société des Nations, à travers la Ligue des Croix-Rouges, qui est une autre organisation internationale qui est créée à la fin de la Première Guerre mondiale. Mais la Société des Nations ne va pas s'intéresser à ce fléau, à ce problème. Et donc on peut se poser des questions sur l'impact d'épidémies si importantes au niveau international, sur les conséquences géopolitiques. On peut faire des comparaisons historiques avec le Covid-19 aujourd'hui. Certes, c'était un enjeu très important pour les gouvernements à la fin de la deuxième et de la troisième vague de la grippe espagnole, mais il s'agit d'un enjeu qui est traité beaucoup plus au niveau national qu'international. Voici le point que je voudrais que vous gardez à l'esprit par rapport à cet enjeu si important. La manière dont la grippe espagnole n'est pas traitée au niveau international me semble nous dire quelque chose d'important aussi par rapport à d'autres questions qui, elles, en revanche, sont traitées au niveau international. Et elles le sont, de manière très biaisée, très partielle, et cela mérite une discussion, puisque aujourd'hui aussi, il me semble qu'il y a des double standards en ce qui concerne certaines de ces questions. Et je me réfère notamment aux questions de minorité, à la question des mandats et à la question des transferts de population ou des déplacements forcés de population. C'est un enjeu majeur de l'entre-deux-guerres, c'est aussi un point très essentiel de la construction du système international de l'après-guerre, d'un système international qui était censé protéger et faire prospérer le monde et le protéger d'une nouvelle guerre, donc de garantir la paix. Mais l'idée des minorités est en fait une idée qui se base sur un mythe, qui est le mythe de l'homogénéité de certaines nations, des nations occidentales, comme la France ou comme la Grande-Bretagne, et en fait l'existence de minorités nationales
dans l'Europe centrale et orientale. Donc les États nouvellement indépendants qui sont créés à la fin de la Première Guerre mondiale sont soumis à un contrôle externe qui est exercé à travers la Société des Nations, mais contrôlé de facto par les grandes puissances européennes, qui vise à contrôler la civilisation ou le manque de civilisation, puisque un État qui ne serait pas capable de protéger ses minorités serait un État européen, un État européen pas suffisamment civilisé, pas comme les autres. Donc cette stigmatisation des gouvernements de l'Europe centrale et orientale est très mal vécue par ces gouvernements, par ces populations, y compris par les minorités. Et c'est un système en fait très lacunaire, puisque si vous prenez par exemple le cas de la Pologne, où il y a beaucoup de Russes qui ont fui l'empire tsariste ou le régime bolchevique, c'est des Polonais de facto quand il ne s'agit pas d'apatrides, mais qui ne bénéficient pas d'un statut de minorité, tandis que d'autres minorités au sein de la Pologne bénéficient de ce statut. Et tout comme ce statut des minorités est lacunaire et imposé sur certains États qui ne sont pas homogènes, ce même statut, une version coloniale de ce même statut, est mise en place dans d'autres territoires, c'est-à-dire dans les territoires qui appartenaient auparavant à l'Empire ottoman et aux ex-colonies de l'Empire allemand. Pour ce qui est des mandats, notamment au Moyen-Orient, il y a une nouvelle historiographie, une nouvelle littérature qui porte sur l'histoire de ces mandats, qui vise quasiment à les réhabiliter. J'ai une position un tout petit peu différente par rapport aux mandats. Il est vrai que l'architecture, l'administration, etc. de ces mandats a un contrôle, une supervision qui se fait à Genève à travers la Société des Nations, mais il est vrai aussi que les superviseurs de ce système sont les puissances coloniales et que la Société des Nations reste la manifestation d'un système international impérial. Et donc il y aurait beaucoup de choses à dire. Et par ailleurs, le système des mandats est un système aussi qui se base sur l'existence de minorités qui sont parfois reconnues, parfois totalement ignorées ou effacées et de manière délibérée par les puissances mandataires. Et donc, autant dans l'Europe centrale et orientale, vous avez une situation qui fait beaucoup de mécontents, autant plus au sud, du côté de la Méditerranée orientale et de l'Afrique du Nord, vous avez un système des mandats qui fait lui aussi beaucoup de mécontents et qui est organisé de manière coloniale et administré par des responsables qui font partie des administrations coloniales de la Grande-Bretagne et de la France, et qui fait lui aussi beaucoup de mécontents. Et au milieu de tout ça, donc, l'existence d'entités souveraines, d'États indépendants, qui sont de toute façon contrôlés et monitorés par les grandes puissances, ou des territoires qui ne sont pas indépendants et qui deviendront indépendants grâce à l'action civilisatrice des puissances mandataires. Au milieu de tout ça, nous avons, et ça sera mon dernier point, nous avons une situation dans laquelle, à cause d'une guerre malheureuse, voulue par les grandes puissances et notamment par la Grande-Bretagne, qui soutient l'aventurisme et l'expansionnisme de la Grèce en Asie mineure et en Turquie occidentale, on va dire, jusqu'à quelques virées tout aussi malheureuses en Anatolie à partir du mois de mai 1919, cette guerre
entre la Grèce, puissance occupante, et un nationalisme turc qui va se manifester de manière de plus en plus violente et très bien organisée d'un point de vue militaire sous Mustafa Kemal, qui deviendra Atatürk après la prise de pouvoir, eh bien cette guerre qui se terminera avec une déroute militaire des Grecs, de l'armée grecque en 1922, pendant l'été de 1922, sera suivie par des évacuations très hâtives et très malheureuses, puisque beaucoup de personnes périront dans la tentative de fuir non seulement la ville d'Izmir, mais toute une série d'autres territoires, de villes, de villages situés en Asie mineure, donc sur la côte ouest de la Turquie actuelle. Ces déplacements de population seront avalisés, seront soutenus, et l'idée d'un échange de population fera l'objet du traité de Lausanne qui sera négocié entre 1922 et ensuite ratifié en 1923. Il s'agit là d'un enjeu de la deuxième guerre, de l'entre-deux-guerres, qui a des liens très directs avec des situations qui auront lieu après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc là aussi, il s'agit d'un précédent très important, par rapport auquel je voudrais dire deux ou trois choses qui me semblent importantes. La première est que, contrairement à ce que nous lisons souvent, le gros des populations civiles concernées, surtout des chrétiens de l'Empire ottoman et des orthodoxes en particulier, des chrétiens orthodoxes de l'Empire ottoman, fuient ou se trouvent déjà dans des territoires qui appartiennent à la Grèce avant la signature du traité de Lausanne. Donc il y aura effectivement des populations qui sont des centaines de milliers de personnes qui sont échangées à la suite de ce traité entre la Grèce et la Turquie, mais une série de personnes, une grande partie de ces personnes, nous parlons d'environ 1 400 000 personnes, à peu près 800 000 personnes se trouvent déjà en Grèce. Ils ont fui de manière indépendante, autonome, avec très peu d'aide de la part des organisations humanitaires occidentales. Et donc, il ne s'agit pas du tout d'un échange organisé, mais d'un déplacement volontaire qui se fait de manière très hâtive, précipitée, et dont la violence, puisque c'est des populations qui sont expulsées, forcées à partir par les armées turques, les nationalistes turcs qui prennent leur revanche. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu 2 années d'occupation militaire grecque qui n'ont pas du tout été faciles pour les populations musulmanes qui vivent sur ces territoires. Donc il y a une situation très complexe. L'idée d'une homogénéité ethnique et religieuse est soutenue par les organisations internationales humanitaires et par la Société des Nations. Beaucoup de livres ont été écrits là-dessus, mais cette idée je voudrais conclure en attirant votre attention précisément sur une perspective plus large et générale qui concerne le système des minorités en Europe centrale et orientale, le système des mandats en Europe du Sud-Est et dans la Méditerranée orientale, et les déplacements forcés de population qui sont suivis par un échange des populations. Si nous mettons ensemble ces 3 questions, ces 3 enjeux, qui sont bien en place longtemps avant l'arrivée au pouvoir de Adolf Hitler et des nazis en Allemagne en 1933, nous avons déjà, pendant les années 20, toute une série de configurations
qui me font penser qu'en fait le système était relativement dysfonctionnel depuis le début. Donc, pour résumer et pour conclure, j'ai essayé de mettre en évidence 3 points. Le premier point concernait la paix, une paix qui existe sur papier mais qui n'existe pas ou qui ne concerne pas beaucoup d'individus, beaucoup de communautés, de millions de personnes qui l'attendent toujours et qui l'attendront pendant plusieurs années après 1918. Mon deuxième point était sur la grippe espagnole, un point très court qui vise plutôt à dire c'est un système international qui est fondé en 1919, qui semble oublier des choses très importantes et qui continue d'être très très au niveau national, mais pas du tout au niveau international, malgré le nombre de morts qui est beaucoup plus important que les morts de la Première Guerre mondiale, par une société internationale et par un système international qui lui est au contraire intéressé à d'autres types d'épidémies et à d'autres questions concernant la santé publique internationale. Et mon troisième point porte en revanche sur un défaut d'origine, on va dire, de ce système international, c'est-à-dire un système biaisé où certains imposent leur domination ou un droit de regard ou d'interférence dans les affaires internes d'autres États qui sont stigmatisés comme étant moins civilisés que d'autres. Donc ce problème de la perception d'une civilisation fondée sur des hiérarchies causera problème, ou le fait même de pouvoir décider du sort de millions de personnes en avalisant ou en scellant un échange de population qui est de facto un déplacement forcé, sans jamais demander à ces personnes s'ils auraient voulu rentrer chez eux, et nous savons très bien que cela était le cas. Je vous remercie pour votre attention et j'espère pouvoir continuer ce dialogue de vive voix avec vous tous. Merci.